Je m'appelle Emmanuel Sander, je suis professeur à l'Université de Genève en sciences de l'éducation, donc dans la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Et mon domaine d'intervention, c'est apprentissage et développement, particulièrement en situation scolaire. Et pour ce qui est de mon parcours, j'ai au départ une formation en psychologie du développement et des apprentissages. J'ai été professeur à l'Université de Paris 8 en psychologie du développement et de l'éducation, et puis j'ai eu le plaisir de rejoindre l'université du canton d'à côté, de Genève, en 2017. Donc la conférence aujourd'hui porte sur le thème des intuitions, avec l'idée d'en voir en fait trois facettes. D'un côté, les intuitions peuvent être aidantes. D'un autre côté, elles peuvent être des obstacles, et d'un autre côté, elles peuvent être encore des leviers. Alors, on va, sans plus attendre, avancer un petit peu. Alors, tout d'abord, le terme intuition, c'est un terme du vocabulaire quotidien. On l'utilise tout un chacun dans notre vie quotidienne. Et c'est donc une idée qui est largement intuitive. On n'a pas l'impression qu'il y a tellement besoin de l'expliquer. Mais en fait, si on essayait d'en faire une définition, on ne va pas faire l'exercice ensemble, mais souvent on peut se retrouver un petit peu coincé au moment de chercher à définir précisément ce qu'est l'intuition. Alors si on regarde un petit peu ce qu'en ont dit les chercheurs qui se sont penchés directement sur la question, alors Ephraim Fishbane, qui est un chercheur en sciences de l'éducation, qui a publié en 1987 un ouvrage qui s'appelle Intuition, insiste sur le fait que l'intuition procure un sentiment d'évidence. Et pour être plus précis, il dit que c'est ce qui apparaît subjectivement comme évident, comme directement acceptable. Donc, comme corollaire, il y a l'idée que ce qui est intuitif, souvent on a l'impression qu'on n'a pas besoin de l'expliquer, ça va de soi, ça nous saute aux yeux, ça nous paraît donc évident. Et puis il y a une espèce de cohérence qui est liée à l'intuition, on perçoit ce qu'on perçoit comme intuitif nous semble cohérent, et puis ça s'explique par soi-même, comme je vous le disais, il n'y a pas besoin d'aller plus loin que l'intuition, de chercher à expliquer plus. Et puis d'autres chercheurs ont insisté sur le fait que c'était une façon aussi de décrire le sens commun des élèves. C'est le cas par exemple de Dissessa. Et puis il y a une autre version de l'intuition avec laquelle on est tous familiers, qui correspond aussi aux usages communs du terme. C'est le fait que l'intuition, on l'associe à quelque chose qui est un peu irrationnel, inconscient, et qui porte en lui les germes d'une certaine créativité. Et que donc on peut être inspiré par son intuition. Et certains grands scientifiques, par exemple ici vous avez une citation d'Henri Poincaré, qui est un grand mathématicien, qui a dit c'est par la logique que nous démontrons, c'est par l'intuition que nous inventons. D'accord ? Donc vous voyez cette double facette finalement de l'intuition, qui a d'un côté ce ressort de l'évidence, ce qui apparaît comme allant de soi, et puis d'un autre côté ce en quoi on pourrait puiser des ressorts de créativité. Alors dans cette conférence, on va partir d'une notion qui est directement ancrée sur celle de l'intuition, c'est l'idée de conception intuitive, et avec comme objectif de réconcilier ces deux facettes de l'intuition. C'est-à-dire que ce qu'on va essayer de voir ensemble, c'est que l'intuition, effectivement, peut être à la fois ce qui vient du sens commun, qui nous semble aller de soi, et à la fois ce ressort de créativité. Et puis, une autre idée, c'est d'en faire un axe d'analyse des situations scolaires, et puis aussi avec comme objectif d'accompagner les apprentissages des élèves. Alors, je vais préciser un petit peu cette idée de conception intuitive. Et une conception intuitive, on va parler de conception intuitive lorsqu'une notion est perçue par analogie avec une connaissance familière qui est
issus de la vie quotidienne. Et en fait, ce qui nous donne ce sentiment d'intuition, c'est tout simplement lorsqu'on fait un lien entre, si on est dans le domaine scolaire, entre une notion scolaire, on va prendre de nombreux exemples, et puis une connaissance issue de notre quotidien. Alors très souvent, ce lien est inconscient, hein, on va justement le débusquer ensemble, mais c'est cette idée d'une analogie inconsciente avec des connaissances issues de la vie quotidienne. Alors je vais dire quelques mots de la notion d'analogie. Ce n'est pas l'objet principal de cette conférence, donc je serai assez bref sur le terme, mais il y a quelques idées qui sont quand même utiles à avoir en tête pour prolonger hein, le contenu de cette conférence. Alors, l'idée d'analogie, en fait, elle vient du fait qu'en permanence, un être humain se retrouve dans des situations qui, à leur manière, sont singulières. Autrement dit, si on prend l'exemple du moment dans lequel on est en ce moment, eh bien, c'est un moment qui est unique pour chacun d'entre nous, et on peut même aller plus loin en disant que cette singularité, elle se déroule dans le temps, c'est-à-dire chaque seconde est un petit peu différente de la seconde qui l'a précédée. Et pourtant, l'être humain, en permanence, a besoin de s'appuyer sur ce qu'il connaît, sur l'ensemble des connaissances qu'il a acquis tout au long de sa vie, l'ensemble de ses expériences, pour faire face au moment présent, pour donner sens au moment présent. Et c'est là qu'apparaît donc l'analogie, parce que l'analogie, c'est ce qui va permettre de faire ce lien entre le moment présent qui est toujours singulier, et puis nos expériences passées qui, elles, sont indispensables pour donner sens au présent. Et donc, une façon de caractériser l'analogie, c'est de dire que c'est une comparaison mentale qui est fondée sur la ressemblance. Et donc, l'idée, c'est qu'à chaque instant, on fait des liens entre des situations que l'on vit et puis des connaissances issues de notre passé. Et pourquoi l'analogie est tellement présente dans la pensée humaine? Pourquoi il y a de très nombreux travaux, hein, comme je vous le dis, ce n'est pas l'objet de la conférence, mais il y a énormément de travaux qui insistent sur le fait que l'analogie peut être vue comme au cœur de la cognition humaine, hein, comme vraiment le moteur de la pensée humaine. Eh bien, parce que l'analogie conjugue deux caractéristiques. La première, c'est qu'elle a un faible coût cognitif. Alors, pour dire les choses simplement, c'est beaucoup moins coûteux de mobiliser une expérience de son passé, quelque chose qui a déjà été construit, plutôt que de construire à nouveau à partir de rien. Donc ça, c'est la dimension du coût cognitif. Et puis l'autre facette qui rend l'analogie tellement utile, hein, c'est ce qu'on appelle le pouvoir inférentiel. Le pouvoir inférentiel, c'est tout simplement de dire qu'à partir du moment où on a convoqué une connaissance de notre passé, eh bien on peut dérouler tout ce qu'elle porte en elle. Et donc on peut aller beaucoup plus loin que l'observation directe, on peut faire des inférences, on peut aller bien au-delà de ce qu'on a observé en s'appuyant sur cette source d'analogie. Alors il y a une autre idée que je ne développe pas vraiment tout de suite, mais à laquelle je reviendrai plus tard dans le cours de la conférence, c'est que les travaux qui ont été menés depuis une trentaine d'années, il y a énormément de publications sur cette question de l'analogie, eh bien ces travaux ont montré deux phénomènes de façon très robuste. Le premier phénomène, c'est la question du transfert analogique efficace, et très souvent d'ailleurs ce sont des travaux qui portent sur le champ scolaire, hein. Et ce qui a été montré en fait, c'est que si on introduit à des élèves une source d'analogie, par exemple un problème dans lequel on leur déroule la solution de ce problème, et puis qu'ensuite on leur donne à résoudre un nouveau problème en leur indiquant qu'ils peuvent s'appuyer sur le problème précédent, d'accord, qu'ils peuvent s'inspirer du problème précédent pour résoudre le nouveau problème, eh bien ces travaux montrent que cela va énormément soutenir la réussite des élèves. Autrement dit, le fait d'avoir à disposition une source d'analogie et de savoir sur quelle source d'analogie s'appuyer, c'est énormément efficace sur le plan de la réussite à une nouvelle situation. Et donc ça, c'est la facette, on va dire, positive, hein, du phénomène, mais il y a aussi de nombreux travaux qui ont montré une difficulté majeure, c'est que très souvent,
en fait, la difficulté n'est pas dans le fait de réaliser une analogie lorsqu'on a identifié quelle était la source pertinente, mais la difficulté, c'est d'accéder en mémoire spontanément à l'analogie qui serait la plus utile dans une situation donnée. Autrement dit, c'est comme si on disposait en nous de très nombreux ressorts pour faire face aux situations, mais très régulièrement, on ne mobilise pas à bon escient les situations qui pourraient nous aider. Et c'est particulièrement vrai dans le domaine scolaire. Et donc là, il y a aussi de nombreux travaux qui montrent qu'en fait, la pratique enseignante le sait très bien également, c'est que en fait, les élèves souvent ne vont pas mobiliser par eux-mêmes des exercices, par exemple, qui ont été travaillés en classe, qui pourtant ont exactement la même structure sur le plan des connaissances de la discipline concernée. Et donc, en fait, c'est pour ça qu'on va parler d'une difficulté d'accès en mémoire, parce que si on les prévient que tel problème peut les aider, là, ils deviennent beaucoup plus efficaces. D'accord ? Et donc, j'y reviendrai tout à l'heure, mais un objectif très important va être de favoriser l'autonomie des élèves dans leur capacité à évoquer par eux-mêmes les sources d'analogie qui peuvent les aider, sans être dépendant de l'enseignant, parce que bien sûr l'objectif c'est d'aller vers cette autonomie et de ne pas à chaque fois dépendre de l'enseignant qui dirait vous pouvez utiliser telle situation de façon absolument systématique. On revient maintenant aux conceptions intuitives et pour en dire aussi un petit peu plus sur elles. Alors, je vais commencer par pointer 3 de leurs caractéristiques. La première, c'est que les conceptions intuitives, elles sont utiles. D'accord ? Alors, c'est important d'insister sur ce point parce qu'il y a de très nombreux travaux qui portent sur les préconceptions et qui ont tendance à mettre l'accent sur ce en quoi ces préconceptions sont des obstacles. D'accord, ce qui est effectivement tout à fait justifié, mais il y a une autre facette qui est souvent moins considérée, c'est ce en quoi elles sont utiles. Alors je pense que ce qu'on vient de dire sur l'analogie, ça permet de le saisir, c'est-à-dire que en fait, les conceptions intuitives, elles ont l'énorme intérêt de permettre de donner sens à une notion. Et en l'absence de ces conceptions intuitives, eh bien, la question se poserait tout simplement de pouvoir attribuer la moindre compréhension à une situation. C'est-à-dire que si jamais on n'a pas de connaissances préalables issues du passé auxquelles se référer, eh bien, on est souvent dans une grande incompréhension. Donc elles sont utiles parce qu'elles permettent de donner du sens. Et puis, on peut même défendre le fait qu'elles sont nécessaires, tout simplement parce que étant donné que ces analogies sont tellement présentes, eh bien, il n'y a pas vraiment d'autre voie pour comprendre une notion que de commencer par s'appuyer sur ce qui nous est familier. Et donc, elles sont nécessaires parce que notre forme de pensée ne nous autorise pas une espèce d'accès direct à la connaissance pure. Il y a l'idée qu'on passe par des concepts préalables et et ces conceptions intuitives sont de cette sorte de concept préalable. Et puis aussi, une autre de leurs caractéristiques, c'est qu'elles sont limitantes. Si elles n'étaient pas limitantes, eh bien, on va dire que la vie serait très simple et on n'aurait pas besoin vraiment de l'école pour tout un ensemble de choses, bien sûr, mais il se trouve que les conceptions intuitives vont être des approximations non satisfaisantes des conceptions, des notions scolaires. D'accord ? Et donc, une question, bien sûr, essentielle va être comment accompagner les élèves dans le fait de faire évoluer leur conception à partir d'une conception intuitive qui est indispensable et très utile, mais qui souffre de limitations. Alors, on va s'appuyer sur quelques exemples pour concrétiser un petit peu le propos dans des champs assez différents. Alors ici, c'est une recherche qui a été beaucoup citée, qui a eu lieu dans les années 90, sur la conception qu'avaient les élèves de la forme de la Terre. Alors pour
Et vous voyez ici, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'étude, hein, mais vous voyez d'un côté, à gauche de la diapositive, tout un ensemble de conceptions intuitives qui ont été repérées chez les élèves sur la forme de la Terre, et tout en sachant que 95% des élèves dès l'âge de 5 ans disent que la Terre est ronde, mais vous voyez qu'en fait, il y a de très nombreuses façons d'être rond, et que ces rondeurs, hein, si on peut dire, sont très souvent largement distantes, hein, de la conception scientifiquement la plus communément acceptée. Alors, parmi ces représentations, ben, vous voyez l'une d'entre elles, c'est la Terre comme un disque. Et donc là, l'idée, en fait, c'est que la Terre est ronde, mais qu'elle est plate. Vous avez le modèle de la Terre duale, où il s'agit d'enfants qui ont bien compris que la Terre était une sphère, mais ils ne se voient pas du tout être dessus. Donc on a deux terres, une sur laquelle on est, enfin qu'on n'associe pas vraiment à la Terre, et puis l'autre terre, on n'est pas dessus. Vous avez aussi une Terre sphérique, la sphère creuse, mais dans laquelle les humains habitent dans une zone centrale, hein, un petit peu comme des poissons dans un aquarium, hein, si on prend cette analogie. Vous avez aussi la Terre, la sphère aplatie. Et les études qui ont été portées auprès d'enfants américains, souvent, ces enfants font explicitement l'analogie avec le pancake, qui est bien rebondi, mais qui a une surface plane. Et en fait, vers l'âge de 5-6 ans, bien, la plupart des conceptions des élèves sont distantes, hein, de la conception considérée comme scientifique, hein, celle qui est sphérique, qui est tout en haut de la représentation. Et on arrive, hein, à repérer bien les conceptions des élèves. Alors ici, on a un exemple de dialogue entre le chercheur et puis un élève. Et puis cet élève, il a, comme vous pouvez, on peut peut-être lire le dialogue rapidement ensemble, et puis on va voir de quelle conception il s'agit, hein. Et donc le chercheur lui dit: si tu marches droit pendant de nombreux jours, où arriveras-tu? L'élève: j'arriverai dans une autre ville. D'accord. Et si tu continues à marcher encore et encore? Si j'étais ici et si je continue à marcher jusque-là, et l'enfant montre le cercle qu'elle a dessiné pour représenter la Terre, et bien là je vais marcher juste en dehors de la Terre. Ah, tu marcherais en dehors de la Terre, n'est-ce pas? Est-ce que tu pourrais tomber du bord de la Terre? Oui, si je joue sur le bord. Et où tomberais-tu? Je tomberais sur d'autres planètes. D'accord? Donc vous voyez qu'en poussant un petit peu, hein, l'échange avec l'élève, on est assez loin de cette représentation scientifiquement admise, hein, et on est, bien, comme vous le voyez, hein, plutôt sur la Terre disque. Alors l'analogie, elle est assez simple, hein. Vous avez par exemple l'analogie avec des tables qui sont des tables circulaires, et on peut tout à fait avoir cette représentation, et cette représentation, elle a l'intérêt de conjuguer ce qui est culturellement transmis, à savoir que la Terre est ronde, et puis ce qui est perçu directement, à savoir qu'elle est plate. D'accord? Donc on trouve des sources d'analogie qui nous permettent de nous réconcilier avec les différentes informations issues de l'environnement. Une autre recherche sur ces questions, qui a porté aussi sur des élèves âgés d'environ 6 ans, où on explique, donc là il s'agit en l'occurrence d'élèves japonais, où on leur explique qu'il y a des personnes qui ont pris soin d'une sauterelle, qui s'en sont très bien occupés, puis un jour il y a un accident qui se produit et ces personnes décèdent, et on demande aux enfants que ressent une sauterelle si la personne qui prend soin d'elle chaque jour meurt. Et puis de façon massive, hein, je pense que personne ne sera surpris, eh bien ces élèves disent que la sauterelle sera triste, hein, bien sûr. Et vous voyez qu'ici, il y a tout simplement une analogie qui est très connue, hein, en psychologie du développement, et que Piaget avait très bien déjà mise en avant, hein, qui est le fait de tout simplement l'analogie avec l'être humain.
et donc on va transposer à la sauterelle des caractéristiques humaines. Alors c'est l'occasion de revenir sur cette question des conceptions intuitives qui sont utiles, parce qu'en fait les mêmes enfants, si vous leur demandez est-ce qu'une sauterelle ça respire, ils vont dire oui. Si vous leur demandez est-ce qu'une sauterelle elle fait des bébés, elle se reproduit, ils vont dire oui aussi. Est-ce qu'une sauterelle a une peau, ils vont dire oui également. Donc vous voyez que cette source d'analogie de l'être humain, elle est finalement pas si fausse, mais bien entendu, on n'a pas envie de s'y limiter non plus. D'accord ? Mais il y a toujours ces deux facettes des conceptions intuitives. Alors, une autre facette des conceptions intuitives que je n'ai pas mentionnée, mais que cette illustration, cet exemple va être l'occasion de souligner, c'est leur robustesse. C'est-à-dire qu'on a aussi un peu l'idée que les préconceptions, c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on les appelle ainsi, elles sont là avant l'enseignement, et puis qu'à partir du moment où l'enseignement est fait comme il faut et que les individus ont appris, eh bien, on les a éradiqués. Et donc, il y a une espèce de métaphore de la destruction pour construire autre chose, pour remplacer une conception erronée par une conception juste. Et en fait, il y a de nombreux travaux qui montrent que cette vision est tout à fait simpliste, en fait, et que les conceptions intuitives, en général, sont extrêmement robustes. Il y a même des travaux que je ne mentionnerai pas, mais auprès d'experts de différentes disciplines, qui montrent que leurs conceptions intuitives restent pourtant présentes tout en ayant bien sûr des formes différentes. Alors pour l'illustrer, j'aime bien cet exemple d'une des fables de La Fontaine les plus connues, La cigale et la fourmi, que je pense tout un chacun a eu l'occasion de croiser quelques fois dans sa vie. Et puis, donc, dans cette fable, on a la cigale qui a chanté tout l'été, et puis vous savez qu'à un moment, elle n'a plus de quoi manger, et puis on voit dans la fable, il y a écrit « pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau ». Et ensuite, elle va crier famine chez la fourmi, sa voisine. Alors, en vert clair, vous avez de mouches et de vermisseaux. Alors, qu'est-ce qui serait passé si dans la fable de La Fontaine, au lieu qu'on parle de mouches ou de vermisseaux, on parlait de lion ou de taureau? Quelle serait la réaction première? Eh bien, je pense que tout le monde se rend compte que si c'était le cas, eh bien, on se dirait qu'est-ce qui lui est passé par la tête à Jean de La Fontaine pour mettre quelque chose d'un peu aussi incongru, parce qu'on n'imagine vraiment pas une cigale se nourrir de lions ou de taureaux. Alors, je ne sais pas si vous voyez où je veux en venir, mais l'expérience montre que la plupart des adultes découvrent avec cette diapositive la réalité biologique de la situation. C'est qu'en fait, une cigale, ça ne consomme pas plus de mouches et de vermisseaux que de lions ou de taureaux. D'accord ? Parce que la cigale, en fait, elle dispose d'un suçoir pour s'alimenter, et tout ce qu'elle fait, c'est de s'alimenter, alors que ça soit la larve de la cigale puis la cigale adulte, elles vont s'alimenter de la sève des arbres et pas du tout d'animaux. Et donc, vous voyez qu'il y a un des scénarios en fait, qui est conforme à l'intuition, à notre conception intuitive, qui est, pour le dire rapidement, c'est une espèce d'anthropomorphisation de la cigale en transposant ce qu'une cigale mangerait si jamais on transposait des caractéristiques de la nourriture humaine. Donc on va prendre quelque chose de petit, un peu du même règne qu'elle. Ça serait une cigale omnivore qui mangerait donc ces mouches et ces vermisseaux, mais ça n'a aucune réalité biologique. Et puis on peut citer aussi des travaux anciens, mais qui sont intéressants d'être rappelés, de Piaget sur le vivant, et puis aux différents âges, qu'est-ce qu'on considère comme étant vivant. Et là, on sait qu'il y a un moment où on associe la vie au fait de l'activité. Et donc, est-ce que le soleil est vivant? Oui, parce qu'il éclaire. Est-ce que la bougie, elle est vivante? Elle est vivante quand elle éclaire, et puis elle n'est pas vivante lorsqu'elle n'éclaire pas, etc. La montagne, elle n'est jamais vivante, parce qu'elle ne fait rien. Et puis, il y a
une autre conception un peu plus tardive en général dans le développement où on va associer la vie avec le fait de pouvoir être en mouvement. Et donc ce qui est immobile n'est pas vivant et puis ce qui est mobile est vivant. Et puis il y a aussi un moment où la conception intuitive devient le fait d'avoir un mouvement propre. Et dans ce cas-là, la bicyclette cesse d'être vivante parce que c'est quelqu'un qui la fait rouler, contrairement à la mouche qui, elle, a cette autonomie. Alors, les conceptions intuitives, elles vont évidemment être présentes dans les différents domaines scolaires. Hein. Et puis ici, là, on est en train d'illustrer la conception intuitive de la notion de sujet, la notion grammaticale de sujet d'une phrase. Et je pense que si je vous demandais parmi ces 4 propositions laquelle est en phase avec la conception intuitive, eh bien on arriverait vite à un accord que c'est la première, parce que la conception intuitive du sujet d'une phrase, eh bien c'est un individu qui réalise une action. Donc c'est exactement ce que fait Théo en mangeant le gâteau. En revanche, cette conception intuitive, on va voir ses limites dès la deuxième phrase, parce que cette fois, l'individu qui mange, c'est toujours Théo, mais le sujet de la phrase, ce n'est plus Théo. Et puis, vous voyez dans les exemples suivants qu'on peut même être un verbe à l'infinitif tout en étant sujet d'une phrase, et même être une proposition tout en étant sujet d'une phrase. Donc on voit à la fois le caractère aidant de la conception intuitive, parce qu'un individu sujet qui commet une action, c'est le prototype d'un sujet, et en même temps, bien entendu, c'est insuffisant. Alors, on a pris donc des exemples de différents domaines. On va creuser un petit peu cette question pour l'exemplifier plus avant sur des notions, cette fois, d'arithmétique élémentaire. Alors, j'ai prévu qu'on fasse un peu d'interactivité, et donc je vais vous proposer qu'on fasse un Mentimeter pour identifier ces conceptions intuitives. Alors, ça vous demande tout simplement soit d'avoir un ordinateur, soit un téléphone portable sous la main. On va se connecter. Donc, l'idée, c'est d'aller sur le site menti.com et ensuite, vous avez un code à saisir qui est le code donc 80 28 92 68. Et là, vous allez avoir une proposition donc, de 6 questions. C'est assez rapide, en particulier les 4 premières. Et puis les 2 suivantes, ce n'est pas très long non plus, mais c'est pour illustrer ces questions. Et vous pouvez avancer à votre rythme, de passer au suivant lorsque vous avez terminé l'une des diapos. Bien, on va commencer à regarder vos propositions. Ceux d'entre vous qui êtes sur la dernière diapo, ne vous privez pas de terminer. Et puis, on va regarder et commenter au fur et à mesure. Voilà, donc ici, ce sont les termes donc, qui ont été proposés. Et vous voyez, bien sûr, la taille des caractères est fonction de la fréquence avec laquelle un terme a été proposé. Et donc, vous voyez que si on regarde le verbe soustraire, le champ sémantique qui lui est associé, il est assez clairement présent. Il y a enlever qui est au centre, et puis ôter, retirer qui sont présents. Et puis sinon, parmi les autres termes, on voit aussi moins, on voit aussi réduire, on voit aussi diminuer, on voit aussi retrancher. Et puis, donc, je pense qu'on cerne assez bien ce champ sémantique qui est associé à l'idée de soustraction. On va se rendre compte que pour l'idée d'addition, on ne va pas avoir du tout le même champ sémantique. D'accord ? La conception intuitive de l'addition va être très différente. Et plus précisément, qu'est-ce qu'elle est ? Eh bien, là encore, il n'y a pas vraiment de surprise. On a qui trône au centre de façon massive, ajouter, et puis pas très loin, rajouter, assembler, d'accord ? Donc là encore, c'est très très majeur, très très fort et très
très stable hein, d'une certaine façon, comme vous le voyez. Alors pour la multiplication, eh bien, on a encore un champ sémantique un petit peu différent. Hein. Il est aussi de l'ordre de l'ajout, mais ce n'est pas n'importe quel ajout, comme vous le voyez. Donc on est dans l'idée augmenter, agrandir, amplifier, additionner plusieurs fois, se reproduire, l'idée de plusieurs fois, de reproduire, faire fois, reproduire plusieurs fois, ajouter la même chose, répéter, rajouter en quantité, assembler le même nombre, décupler, doubler, d'accord? Et puis, quand on arrive à la division, là encore, on a un tableau assez clair de la situation, avec au centre le partage, et puis pas très loin, répartir, séparer. Et puis quand on regarde sur les propositions un peu moins nombreuses, hein, des choses qui restent cohérentes comme couper, fractionner, réduire, minimiser, partitionner, couper en parts égales, séparer une quantité. Alors venons-en maintenant à vos propositions de problèmes de soustraction. Alors on va pas faire une liste ni de statistiques, hein, mais on a fait des travaux très systématiques sur ces questions. Jean a 8 pommes, Maëva lui en pique 3. Combien reste-t-il de pommes à Jean? Et puis on pourrait parcourir, alors bien sûr ça ne va pas représenter l'intégralité des propositions, mais vous voyez que si on est dans le suivant, cette fois on est passé à des bonbons, mais on repère quand même assez bien l'analogie avec le précédent. Celui-ci maintenant, à nouveau, et puis on pourrait compter hein, tout simplement combien, tout ce qui se termine par combien en reste-t-il, hein, on va les parcourir, hein, et vous les voyez, les combien en reste-t-il, il y en a beaucoup. Et on regarde maintenant les problèmes d'addition. Donc j'ai 5 billes rouges et 3 billes jaunes, combien de billes ai-je en tout? D'accord, on a deux parties qu'on regroupe, on s'intéresse à la totalité. Marie qui cueille des pommes, elle en ramasse 5 sur un arbre, 3 sur un autre, combien est-ce qu'elle en a en tout? Tu as 5 bonbons dans ta poche et tu en reçois 3. Combien en as-tu au total? Alors là encore, on pourrait analyser plus précisément vos propositions, mais en fait, la plupart d'entre elles, elles ont soit la forme de deux parties qu'on regroupe et on cherche la valeur du tout, soit une situation dans laquelle on part d'une certaine quantité au départ, et puis on ajoute quelque chose et on s'intéresse à ce qu'on a à la fin. D'accord ? Donc je pense que, en tout cas, chacun en tête l'énoncé qu'il a proposé et puis peut se demander s'il fait bien partie, hein, s'il s'intègre bien là-dedans. Alors vous voyez, lorsqu'on est sur la question de la soustraction, comme on l'a bien vu dans les énoncés que vous avez construits, eh bien, il y a cette espèce de structure très dominante dans laquelle on part d'une certaine quantité au départ, donc il y a une quantité initiale, et puis ensuite il y a un événement qui survient qui conduit à faire diminuer cette quantité, et la question porte sur la quantité restante. Et ça nous permet de pointer la conception intuitive de la soustraction. Et donc la conception intuitive de la soustraction, c'est d'une part, il y a cette idée qui était très présente dans les associations de termes, que soustraire, c'est perdre, retirer, enlever. Et puis plus précisément, la conception intuitive, c'est qu'on connaît la totalité, il y a une partie qui est retranchée, et puis la question, elle va porter sur la partie subsistante. Alors on revient bien sûr à ces questions de l'utilité et des limites des conceptions intuitives, parce qu'en fait, et puis aussi de leur robustesse, parce que, en fait, qu'est-ce qui se passe, et là on ne va pas faire l'exercice, qu'est-ce qui se passe si on cherche un problème de soustraction
toujours dont la solution est 8 moins 3 égale 5, mais cette fois on ajoute une condition. On se dit qu'il faut ne rien avoir perdu et ne faire que gagner. Alors vous voyez que là, ça devient non intuitif. On est en train de sortir de la conception intuitive parce qu'on est en train de chercher une situation de soustraction où on gagne. Alors selon, bien sûr, la manière dont on est à l'aise avec la notion de soustraction, parfois ça va sauter aux yeux, ou parfois ça va être beaucoup plus laborieux, mais de toute façon, on va bien faire cette différence qu'on est d'une certaine façon sorti du champ de l'intuition. Et pourtant, des problèmes de soustraction de la sorte, eh bien, on peut en trouver tout autant que des problèmes tels que ceux qui ont été proposés, que vous avez proposés. Et on a ici un exemple, hein, vous avez Théa qui a 3 billes, elle en gagne pendant la récréation, et puis maintenant elle en a 8. Combien de billes Théa a-t-elle gagné? Alors ce problème, il est tout aussi concret que les problèmes précédents. Il n'a rien de très particulier à part du fait qu'il est sorti du champ de la conception intuitive de la soustraction. Et je pense que la plupart des enseignants considéraient que ça fait évidemment aussi partie des objectifs d'apprentissage que leurs élèves soient en mesure de résoudre un problème où on cherche ce qu'on a gagné et pas simplement un problème où on cherche combien il reste lorsqu'on travaille la notion de soustraction. Pour être plus précis, si on met un peu l'accent sur ce qu'on vient de voir ensemble, eh bien, si on regarde, je pense que la plupart d'entre vous ont entendu parler des typologies des problèmes à une étape, eh bien, dans ces typologies de problèmes à une étape, il y en a différentes qui existent. Ici, on en a l'une d'entre elles, qui est l'une des plus connues, qui distingue 11 sortes de problèmes de soustraction. Eh bien, en fait, la conception intuitive de la soustraction, elle ne concerne qu'une seule de ces 11 sortes. D'accord ? Donc, vous voyez cette espèce de paradoxe entre le fait qu'en général, plus de 90% des problèmes qui sont proposés spontanément sont des problèmes où on cherche ce qui reste, et qu'en revanche, lorsqu'on explore la diversité des possibles, cette fois, il y en a énormément plus. Et donc, on voit que l'intuition de la soustraction, à la fois, elle donne sens à la notion, et en ce sens, elle est extrêmement précieuse, mais en fait, elle va induire une focalisation sur un seul type de situation. Et c'est là qu'on voit qu'elle est à la fois nécessaire mais limitante parce qu'elle éclipse la notion scolaire, elle prend la place de la notion scolaire. Et on voit aussi sa robustesse, c'est-à-dire que, y compris les adultes qui ont fait des études, y compris les enseignants, qui par ailleurs connaissent tout à fait leur discipline, eh bien, vont avoir dans un premier temps cette idée de la soustraction comme associée à la perte, à chercher ce qui reste. Et donc la conception intuitive ne disparaît pas avec l'enseignement, elle est un phénomène à prendre en compte. Oui, là c'était pour illustrer quelques exemples de sortes de problèmes de soustraction. On ne va peut-être pas les passer en revue, c'est juste pour se rendre compte que lorsqu'on cherche, lorsqu'on rentre dans la diversité des possibles, eh bien, on se rend compte que les cas qui correspondent à la conception intuitive sont tout à fait minoritaires. Alors, le fait d'identifier ces conceptions intuitives, c'est évidemment extrêmement utile pour un enseignant, parce que ça va permettre de mettre le doigt sur là où est la difficulté et de saisir pourquoi certains énoncés vont être particulièrement mal réussis par les élèves. Alors il y a un exemple qui est à mon avis assez parlant, c'est celui qui est donc affiché où on dit « Lors d'une course, 108 coureurs prennent le départ, il y a beaucoup d'abandons, 85 coureurs seulement terminent la course, combien de coureurs ont abandonné ?» Et là, en fait, c'est une étude qui a été menée en France sur un très grand nombre d'élèves de 8 ans, et puis on voit que les résultats ne sont pas du tout élevés, on n'a qu'un quart de réussite. Alors, spontanément, on pourrait se dire, pourtant, ça parle d'abandon, ça devrait être assez facile de voir qu'on soustrait. Mais si on regarde plus précisément par rapport à la conception intuitive telle qu'on l'a mise en évidence, eh bien, vous voyez qu'ici, la question, elle ne porte pas sur ce qui reste, parce que ce qui reste, c'est quelque chose qui est connu, mais elle porte sur ce qu'on a enlevé.
Et donc, vous voyez, là, on sait combien il y avait de coureurs au départ, on sait combien sont à l'arrivée. La question porte sur le nombre de coureurs qui ont abandonné. On est sorti de la conception intuitive de la soustraction. Si jamais on voulait que ce problème devienne tout d'un coup bien réussi, en le transformant, eh bien, une façon de le transformer, ça serait tout simplement de dire 85 coureurs abandonnent, combien sont à l'arrivée, et là, la réussite deviendrait spectaculairement élevée. D'accord ? Il y a des travaux qui le montrent. Alors bien sûr, l'objectif n'est pas uniquement de transformer les énoncés pour qu'ils deviennent dans le champ de la conception intuitive. Hein. La question, c'est de savoir comment accompagner les élèves pour qu'un problème comme celui-ci puisse être résolu par une soustraction, même s'il est en dehors du champ de la conception intuitive. Alors on pourrait dire la même chose pour l'addition, c'est même encore plus marqué dans le cas de l'addition. Alors comme on l'a vu, hein, la conception intuitive de l'addition, elle est liée à l'ajout, et puis elle est soit de réunir deux parties pour chercher un tout, soit de chercher un état final connaissant l'état initial et l'accroissement. Et lorsqu'on est dans une situation où on sort du champ de l'intuition, comme par exemple inventer un problème d'addition dont la solution est 5 plus 3 égale 8, mais dans lequel on ne gagne rien, on ne fait que perdre, eh bien là aussi on sent qu'on va vraiment contre notre intuition de ce qu'est l'addition. Et il y a des énoncés pourtant qui sont tout à fait de cette sorte, comme celui qui est affiché. Hein. Jeanne avait des billes, elle en perd 3 pendant la récréation et maintenant il lui en reste 5. Combien de billes Jeanne avait-elle avant la récréation? Donc vous voyez, en fait là tout ce qui s'est passé, c'est que Jeanne a perdu des billes, hein. Donc c'est vraiment un problème dans lequel on n'a fait que perdre. Et c'est un problème qui se résout par une addition. C'est un problème aussi concret, là encore, que les précédents, mais c'est un problème qui est très peu proposé spontanément hein, lorsqu'on envisage hein, l'idée d'addition. Alors, avec simplement cette grille de la question de la conformité à l'intuition, hein, de est-ce qu'on est dans le champ ou pas de la conception intuitive, eh bien, ça nous donne déjà des éléments assez forts hein, pour envisager qu'un problème va être plutôt facilement réussi ou plutôt difficile. Alors ici, par rapport à des élèves en France, dans lequel des élèves de 6 ans, donc l'équivalent de 3P, de 3e primaire, hein, eh bien vous voyez qu'on a les deux problèmes qui sont conformes à l'intuition, où on a déjà un effet plafond, ils sont résolus par l'intégralité de la classe, et puis on a les suivants qui, eux, sont pauvrement résolus. On peut regarder notamment l'avant-dernier, Paul a 3 billes, Pierre a 5 billes de plus que Paul, combien de billes Pierre a-t-il? Eh bien, assez souvent, on se dit que les élèves, par simple effet de mots-clés, vont identifier l'addition. Vous voyez que ce n'est pas non plus aussi simple que ça. Ce n'est pas simplement une question de trouver des mots qui induisent l'opération. Il y a aussi la sémantique qui est associée. Ici, le quatrième, c'est un problème de comparaison. Et les problèmes de comparaison ne sont ni des situations où on réunit deux parties, ni des situations où on cherche un état final, ou en tout cas, ce n'est pas très simple de les voir de cette manière. On y reviendra. Pour les deux autres opérations, on ne va pas poursuivre hein, pour avancer, mais il y a le même phénomène hein, et on aurait pu faire exactement la même chose, c'est-à-dire que l'intuition de la multiplication, c'est l'idée qu'on réplique quelque chose et qu'on additionne de façon successive ces répliques, et puis ça va rendre par exemple très difficile d'envisager un problème de multiplication qui rend plus petit, et pourtant cela ne manque pas. Pour la division, c'est l'idée hein, de la recherche de la taille de la part dans une situation de partage équitable. Et là encore, hein, il y a beaucoup de situations dans lesquelles cela va rendre difficile de résoudre des problèmes de division. Par exemple, inventer un problème de division avec un résultat plus grand que la valeur initiale, c'est un défi qui reste très fort jusqu'à des niveaux importants d'études. Alors, si je prends
un peu de façon large ce qu'on a vu ensemble pour l'instant, c'est que les conceptions intuitives sont omniprésentes d'une certaine manière, qu'elles s'imposent, c'est-à-dire que chaque notion a sa conception intuitive. Également le fait qu'elles sont implicites, on a besoin de vraiment investiguer pour bien les identifier, et puis le fait qu'elles sont robustes, qu'elles ne disparaissent pas avec l'enseignement, ce qui n'empêche en rien, bien sûr, l'enseignement de pouvoir porter pleinement ses fruits, mais cela ne conduit pas à une éradication, à une disparition de ces conceptions intuitives. Et puis, la question maintenant qui se pose, et là on revient à cet aspect dont j'avais parlé sur l'analogie, sur la difficulté de l'accès en mémoire des sources pertinentes, eh bien, en fait, pour surmonter l'intuition, une manière de mobiliser tout de même ces mécanismes d'analogie, c'est-à-dire la possibilité de prendre appui sur le connu pour donner sens à une situation nouvelle, eh bien, c'est de chercher à mobiliser d'autres intuitions que celles qui viennent à l'esprit en premier lieu. Autrement dit, l'idée, c'est de mobiliser des connaissances qui sont intuitives dans d'autres contextes, mais qui ne sont pas intuitives dans le contexte qui nous intéresse, dans le contexte qu'il s'agit de travailler. Et là arrive l'idée du recodage sémantique dont on va parler dans la deuxième partie, donc la dernière partie de cette conférence. Alors, qu'est-ce que c'est que l'idée du recodage sémantique? Eh bien, c'est l'idée tout simplement de reconsidérer la source d'intuition. C'est de remettre en cause sa conception intuitive et de chercher comment il y a d'autres conceptions peuvent éclairer la situation. Alors, une façon de caractériser de façon un petit peu plus précise ce recodage sémantique, eh bien, le recodage sémantique va consister à attribuer à une situation des propriétés qui sont usuellement attribuées à une autre, à laquelle on ne l'associe pas spontanément. D'accord ? Donc, contrairement à la conception intuitive pour laquelle on associe spontanément une notion avec une conception existante, ici il s'agit d'associer une notion avec une conception qui peut nous être très familière, mais que d'habitude on n'associe pas à cette notion. Alors l'intérêt, c'est justement, on revient à cette idée des difficultés d'accès en mémoire aux sources d'analogie qu'il y aurait eu pertinence à évoquer. Et donc le recodage sémantique, c'est une façon de rendre cet accès possible, de faciliter cet accès. Et son objet, c'est de favoriser le dépassement de certaines limites des conceptions intuitives. Alors le recodage sémantique, il repose en fait sur une catégorisation alternative par rapport à la catégorisation première, donc à une conception alternative de la conception initiale. Alors, quand on dit une catégorisation, c'est la notion de catégorie mentale, c'est-à-dire qu'on va en fait associer une situation à une catégorie mentale, ce qui est une structure mentale préexistante. Et ce qui rend possible le recodage sémantique, c'est qu'en fait, selon les contextes, eh bien, il y a possibilité de catégoriser toute situation de multiples manières. Et autrement dit, il y a une multiplicité de points de vue qui peuvent être adoptés sur une même situation. Alors les conceptions intuitives, en fait, mettent en avant un seul point de vue, et le recodage sémantique est une manière d'envisager d'autres points de vue que le point de vue premier. Alors, pour illustrer mon propos sur des exemples, si on prend par exemple un piano et qu'on s'intéresse au nombre de catégories auxquelles on peut associer un piano, eh bien, il y en a un certain nombre, il y en a même de très nombreuses, mais on peut le voir comme un instrument de musique, c'est en général la première qui vient à l'esprit, mais on peut aussi le voir comme un meuble, et si vous demandez à des déménageurs s'il y a
un piano c'est un meuble, eh bien, ils seront unanimes pour vous dire que oui. Et puis, dans d'autres cas, si on est en train de faire le ménage, on peut le voir comme un nid à poussière. Si on reçoit des amis, c'est un signe extérieur de raffinement, etc. Et vous voyez qu'il y a une diversité de catégorisations possibles. De la même façon, si on prend une tomate, eh bien, la tomate, c'est un fruit dans le contexte d'un cours de botanique, mais ça n'empêche pas que pendant un cours de cuisine, ça soit un légume. On peut illustrer cette question de la diversité des catégorisations possibles sur une publicité qui avait été beaucoup diffusée dans le métro parisien il y a quelques années, au moment où il y avait des craintes d'attentats. Et vous voyez qu'en fait, ce même objet, et c'est l'idée même de cette affiche, c'est que le même objet, on insiste sur le fait qu'il correspond à 3 catégories différentes, c'est-à-dire à la fois c'est un doudou, pour la petite Emma, pour la police c'est un colis suspect, et pour les voyageurs ça fait partie des choses qui créent de la perturbation dans le trafic. Alors ce phénomène d'attribution multiple des catégories, c'est un phénomène en fait qui est beaucoup utilisé en communication parce que justement c'est assez efficace pour prendre un point de vue qu'on n'aurait pas pris spontanément. Alors on peut l'illustrer sur cet exemple qui a été proposé donc, par PETA, qui est un groupe donc, qui voulait promouvoir le végétarisme. Et alors cette publicité, elle fonctionne sur quel ressort en fait? Vous voyez qu'ici, le recodage sémantique, il consiste simplement à envisager un animal à recoder en fait l'idée d'animal domestique comme un animal comestible. Et ça, c'est bien sûr choquant parce que ça va à l'encontre, bien sûr, de nos conceptions usuelles. Et le fait de forcer ce recodage sémantique, c'est une façon de dire, après tout, en quoi n'est-ce pas aussi choquant de manger une dinde, par exemple, que de manger un chien. D'accord ? Donc ça invite à la réflexion. Un autre exemple qui est aussi assez percutant, assez fort, c'est une affiche qui avait été proposée par une association pour le soutien des prisonniers. Et vous voyez j'ai agrandi le texte, si ça peut vous aider à donner, dites-vous que cet homme est un chien. Donc vous voyez là, qu'est-ce qu'on est en train de mobiliser en termes de recatégorisation, c'est qu'en fait, on est en train de dire un prisonnier, si on considère que c'est un rebut de la société, il ne mérite aucune aide. En revanche, si on se dit que même un chien mériterait d'être aidé, même un chien abandonné mériterait d'être aidé, alors pourquoi pas un humain? Donc on voit, on est en train de jouer sur ce phénomène de recatégorisation. Alors, il y a des travaux qui, de façon beaucoup plus précise, ont travaillé ces questions. Ici, il y a une recherche qui a été faite sur la conception de la criminalité. Et vous avez ici 2 textes qui sont en fait complètement identiques, à une exception près. C'est que sur le texte de gauche, on parle du crime en l'apparentant à une bête sauvage. Donc on dit le crime s'apparente à une bête sauvage dans la ville d'Edison. Le taux de criminalité dans cette ville, autrefois paisible, a augmenté régulièrement ces 3 dernières années. En fait, ces jours-ci, il semble que le crime se cache dans tous les quartiers. Et puis ensuite, on donne un certain nombre de statistiques. Et puis sur le texte de droite, la seule chose qui a changé, c'est que le mot « bête sauvage » a été remplacé par le mot « virus ». Et puis, au lieu de parler du crime qui se cache dans tous les quartiers, on dit que le crime contamine chaque quartier. Donc là, vous voyez, on est aussi typiquement dans ces situations de recatégorisation, parce que dans un cas, on présente le crime comme une bête sauvage, et dans l'autre cas, comme un virus. Et ensuite, on a interrogé les participants sur la politique qui serait la plus efficace de mener dans la ville d'Edison. Et puis, lorsque le crime était présenté comme un virus, on a 22% des participants qui considéraient qu'il fallait une politique de répression. Alors que ceux qui avaient vu exactement le même texte avec exactement les mêmes statistiques
mais avec la bête sauvage, cette fois, le taux était presque double. D'accord ? C'est-à-dire que la simple insertion du mot virus ou du mot bête sauvage modifiait le point de vue des participants sur quelque chose d'aussi radical que prendre des décisions politiques sur la meilleure façon d'aller à l'encontre du crime. On notera aussi que les participants, lorsqu'on les avait interrogés sur la raison pour laquelle ils se prononçaient, eh bien, considéraient que c'était uniquement sur les statistiques qui étaient présentes dans le texte et jamais sur la métaphore. Donc cette influence, elle est largement inconsciente. Alors, le recodage sémantique va orienter justement les inférences qu'on va avoir à propos d'une notion ou d'une situation. Vous voyez par exemple, si on prend ces deux formules, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, ou alors s'écarter du droit chemin, eh bien on est en train de véhiculer des inférences très différentes sur la notion d'erreur. Et le fait, par exemple, d'utiliser s'écarter du droit chemin, bien sûr, on est en train de porter une conception de l'erreur dans laquelle l'erreur est quelque chose de négatif, à éviter, qui mériterait probation, alors qu'à l'inverse, la première phrase véhicule une conception positive de l'erreur comme étant, au contraire, faisant partie intégrale d'un apprentissage. Si on est sur une notion comme la notion de justice, et puis qu'on regarde les différentes conceptions qui sont présentes sur la notion de justice, on se rend compte que la conception intuitive majoritaire, c'est l'idée de la justice égalitaire, c'est-à-dire chacun reçoit la même chose. Et puis, il y a d'autres conceptions de la justice, lorsqu'on travaille cette notion même comme notion philosophique élémentaire ou comme notion citoyenne, eh bien, il y a aussi, bien sûr, l'idée de la justice en tant qu'équité, en fonction des besoins de chacun. Et puis, on peut demander, il y a des travaux qu'on a menés sur ces questions, où, par exemple, vous imaginez un programme politique qui est proposé, et dans lequel on dit, voilà, le prix des transports publics sont encore trop chers pour une grande partie des habitants, ce n'est pas juste, je propose. Et puis là, vous avez deux propositions différentes. L'une qui dit, on va faire payer différents tarifs selon ce que chacun peut payer, ou alors on va faire un tarif unique pour tout le monde. Et puis, chacun va terminer en disant, ainsi, le système des prix est plus juste, votez pour moi. Et bien entendu, là encore, va se poser la question de comment la conception justice-égalité ou justice-équité, elle peut être traduite. Et par exemple, si on veut, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce graphique qui est là pour illustrer cette notion et qui va être aussi, qui va favoriser ce recodage, c'est-à-dire qui va permettre d'envisager la notion d'équité comme étant la plus juste dans certains contextes. Donc vous voyez cette image, on ne voit pas extrêmement bien, mais enfin on comprend qu'il y a d'un côté chacun est sur une caisse en bois pour voir le match, et puis du coup il y en a deux qui ne peuvent rien voir, ou alors on va distribuer les caisses en fonction des tailles des personnes. Alors je reviens à des questions qu'on avait commencé à explorer sur le plan de l'arithmétique, pour l'illustrer là encore de façon peut-être encore plus précise. Si on prend un énoncé comme celui-là et que je vous dis « Madame Durand achète dans une librairie pour chacun de ses 5 enfants 3 stylos. Combien de stylos achète-t-elle en tout ?» Et simplement, au lieu de faire une multiplication, à ce que tout le monde ici ferait spontanément, on oblige à faire une addition. Alors, quelle est l'addition qui vient à l'esprit? Alors, normalement, probablement, pour quasiment tout le monde, l'addition qui vous est venue à l'esprit, c'est 3 plus 3 plus 3 plus 3 plus 3, n'est-ce pas? Donc ça, c'est le codage
qui vient en premier lieu. Ça correspond à la conception intuitive qui est associée à cette situation. Maintenant, on va finalement changer très peu de choses à la situation, on va même d'une certaine façon ne rien changer, mais on va exprimer un petit peu différemment parce qu'on va se mettre à ajouter une couleur au stylo. Et donc cette fois, c'est toujours Madame Durand qui achète dans la librairie pour chacun de ses 5 enfants 3 stylos, mais on dit qu'il y a un stylo rouge, un stylo bleu et un stylo vert. Et on pose la même question, on demande de faire une addition. Alors, est-ce qu'il y a une autre addition qui est apparue? Voilà, probablement, c'est le cas pour beaucoup d'entre vous, parce que dans ce cas-là, on va rééquilibrer les propositions, c'est-à-dire qu'on a à peu près autant de fois le 5 plus 5 plus 5 qui devient apparent. D'accord? Et là, on a changé de codage et on a pu voir la situation sous une autre perspective. Et ça, c'est quelque chose qui peut être pensé de façon très, très générique dans la façon de travailler les situations avec les élèves, parce qu'on peut se demander en quoi il y a une certaine conception intuitive qui prédomine dans la situation et qui crée un point de vue qui n'est pas souhaitable par rapport à la notion scolaire ou à certaines propriétés de la notion scolaire qui doivent être mises en avant. Et comment, en fait, jeter un éclairage sur la situation, comment prêter à un recodage sémantique. Un autre exemple, c'est si on se pose les deux questions suivantes. La première, c'est inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4 pommes. Alors, je vous propose de le faire dans votre tête, d'imaginer un problème de la sorte. Donc, inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4 pommes. Et puis ensuite, inventer un problème dans lequel il est question de 12 oranges et 4 paniers. C'est bon, tout le monde a inventé ces énoncés ? Ok. Alors, vous voyez qu'en fait, entre ces deux questions, la seule chose qui a changé, c'est qu'on a remplacé le mot pomme par le mot panier. Pourtant, la nature des problèmes que vous avez inventés, elle est sûrement très différente. D'accord ? Et ce qui se produit, et je pense que personne ne va me détromper, c'est que dans le premier cas, quasiment tout le monde a inventé un problème d'addition. Pour certains d'entre vous, peut-être un problème de soustraction, mais à peu près personne n'a imaginé un problème de multiplication ou de division. Et puis à l'inverse, pour le second cas, presque tout le monde, une majorité a inventé un problème de division, une part d'entre vous a inventé un problème de multiplication, mais presque personne n'a imaginé un problème d'addition ou de soustraction. Alors, d'où ça vient ? Eh bien, ça vient en fait du fait que nos connaissances, on est en train de voir aussi le lien entre ces conceptions issues de la vie quotidienne, eh bien, nos connaissances sur les relations qui existent entre les entités dont il est question, alors pour varier un peu, pour montrer un peu la généralité du propos, là ce ne sont pas des fruits mais des fleurs, et ce ne sont plus des paniers mais ce sont des vases, mais vous voyez bien ce qui va intervenir ici, c'est les relations qui existent dans nos connaissances générales sur le monde entre ces entités qui vont contraindre très fortement le type de relation qu'on peut imaginer sur le plan mathématique. Et donc la relation fonctionnelle entre les oranges et les paniers, elle conduit à être à l'aise avec l'idée d'une multiplication ou d'une division, alors que la relation de collatéralité, d'être deux sous-catégories d'une même catégorie plus générale entre les pommes et les oranges qui sont tous les deux des fruits, elle fait obstacle à envisager un rapport de multiplication ou de division.
Alors là encore, se pose la question du recodage sémantique parce que, bien entendu, il y a des cas où, quand on travaille la notion de proportion, la notion de rapport, eh bien, on a tout à fait besoin d'être en mesure d'imaginer qu'on peut avoir des rapports entre des entités qui sont de même nature. Et par exemple, si on évoque un contexte d'échange, ben là, ce n'est pas le premier contexte du tout qu'on évoque pour les pommes et les oranges, et c'est pour ça qu'il y a cette difficulté à envisager une situation de multiplication et de division. Mais par contre, si on est dans un cas où on imagine un scénario d'échange, cette fois, on se rend compte qu'on peut avoir des relations multiplicatives ou de division entre des entités de même nature. Alors, toujours dans l'idée d'être assez précis quand même sur ces questions de recodage sémantique, on revient à un des énoncés dont on a parlé tout à l'heure, qui était un énoncé très contre-intuitif par rapport à l'addition, et qui est un énoncé qui pose vraiment des difficultés importantes dans les premières années du primaire, parce qu'il est contradictoire avec la conception intuitive de l'addition. Alors, cet énoncé, donc Léo va à l'école avec des billes, à la récréation il perd 39 billes, maintenant il lui reste 4 billes. Combien de billes Léo avait-il avant la récréation? Alors le codage intuitif de ce problème, la conception intuitive qu'on a de la situation, c'est que c'est une situation dans laquelle on ne sait pas ce qu'il y avait au départ, on sait qu'on a perdu 39 et on sait qu'on a 4 à la fin. Donc ça correspond à ce qu'on appelle les problèmes de transformation avec recherche de l'état initial. Et en fait, si on cherche la façon d'expliquer comment un problème comme celui-là peut se résoudre par une addition, même en tant qu'adulte, on se rend compte que ce n'est pas si simple. Parce que dans le raisonnement qu'on fait, ça veut dire que si on ajoute ce qu'on avait à la fin à ce qu'on a perdu, ça permet de retrouver ce qu'on avait au début. Ce n'est pas du tout évident. Ça demande un peu de remonter mentalement le temps, donc sur le plan développemental, ça pose aussi des difficultés liées aussi, qui sont de l'ordre de la psychologie du développement. Et puis, en revanche, il y aurait une autre façon de résoudre ce problème qui pourrait le réconcilier avec la conception intuitive ici, mais qui demande un recodage, c'est-à-dire qui demande de percevoir différemment la situation. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous voient ce recodage, parce qu'il est justement le propre des recodages, c'est qu'au départ, ils ne sont pas intuitifs. C'est de se dire, Léo, en fait, le matin, quand il allait à l'école, il avait des billes, et puis ces billes, elles ont eu 2 destins possibles. Soit il les a perdues, soit il les a gardées. Et de ce fait, si on se met à voir les choses comme ça, on se dit, il y a d'une part les billes qui ont été perdues et celles qui ont été conservées. Ça veut dire qu'on a 2 sortes de billes, celles qui ont été perdues et celles qui ont été conservées. Et la question qui se pose, c'est de chercher le tout finalement. On va additionner celles qu'on a perdues et celles qu'on a conservées. Alors ça demande d'avoir changé de point de vue sur la situation. On n'est plus dans un raisonnement temporel où on doit remonter le temps, mais on est simplement à chercher 2 parties qui forment un tout. Alors vous voyez ici, il y a ce codage spontané qui est représenté comme ça, où on cherche un état initial, c'est celui qui rend le problème difficile à résoudre. Et puis le recodage, c'est de dire, il y a 2 sortes de billes, celles qui ont été perdues, celles qui ont été restantes. Alors, en fait, là, il y a des couleurs qui apparaissent entre parenthèses parce que justement, c'est ce qui arrive dans la diapo suivante, c'est qu'une façon de travailler avec les élèves ce recodage, c'est de donner des éléments facilitateurs qui peuvent aider à percevoir cet aspect non intuitif de la situation, à prendre un point de vue qui au départ n'est pas intuitif, et l'objectif étant bien sûr qu'il le devienne. Et donc, si on est dans ce cas de figure, Léo va à l'école avec des billes bleues et des billes rouges. À la récréation, il perd ses 39 billes rouges. Maintenant, il lui reste ses 4 billes bleues. Combien de billes Léo avait-il avant la récréation? Dans ce cas-là, je pense que tout le monde est d'accord qu'on voit beaucoup mieux l'idée des 2 parties qui forment un tout, parce qu'il y a d'un côté les billes rouges et d'un autre côté les billes bleues. Et la totalité, c'est la somme des 2 couleurs de billes.
Et donc, on va se dire, les billes que Léo avait au départ, ce sont d'une part celles qu'il a perdues, en l'occurrence les rouges, et puis celles qu'il a gardées, en l'occurrence les bleus. Donc là aussi, on a mené des travaux qui montrent que le simple fait d'ajouter ces couleurs aux billes va être aidant pour les élèves, parce que ça va permettre de rendre plus accessible ce codage qui, au départ, n'est pas intuitif. Alors, si on revient à l'exemple des coureurs qu'on avait pris tout à l'heure, eh bien, de la même façon, on peut envisager un recodage, c'est-à-dire qu'une façon de rendre plus intuitif le fait qu'on puisse utiliser une soustraction, eh bien, c'est de se dire que les coureurs, il y a deux sortes, il y a ceux qui arrivent, ceux qui abandonnent, et que, en fait, la question, en fait, c'est savoir ceux qui abandonnent, c'est ceux qui restent une fois qu'on a enlevé ceux qui sont arrivés au bout. D'accord ? Donc c'est une façon non intuitive, mais c'est une conception qu'on peut aussi avoir de cette situation et qui va là encore être compatible avec l'intuition. Alors, cette manière de travailler en introduisant des énoncés qui sont aidants parce qu'ils peuvent susciter un point de vue alternatif peut porter ses fruits. Donc là, j'ai essayé de pas du tout vous abreuver avec trop de résultats expérimentaux, mais vous voyez ici, c'est une recherche qu'on a menée où on voit qu'il y a à 2 années consécutives d'école primaire, donc d'une part des élèves de 7 ans et puis des élèves de 8 ans. Et puis on voit qu'en fait, il y a un groupe qui travaille des problèmes qui sont ici appelés ambigus, c'est ceux qui se prêtent facilement à un codage alternatif. Et puis il y a ensuite un design expérimental classique où on a un pré-test et un post-test avec des problèmes usuels, et on voit que le fait de travailler ce recodage sémantique, d'introduire des situations qui se prêtent aisément à un codage alternatif va être aidant, y compris pour les énoncés classiques. Et donc on en arrive à la conclusion, qui va être un résumé d'une certaine façon de ces idées que j'ai voulu mettre en avant dans cette conférence. Donc, il y a tout d'abord l'idée des conceptions intuitives comme forgeant les interprétations initiales des notions scolaires, et donc la possibilité, en fait, systématique, lorsqu'on est en train de travailler une certaine notion scolaire, de chercher à débusquer la conception intuitive qui est la plus prédominante, et cela va être un soutien pour saisir les erreurs et les difficultés des élèves, et va indiquer aussi une entrée dans les apprentissages, parce que c'est de cette conception dont on part. Et puis l'idée du recodage sémantique pour donner la possibilité d'avoir d'autres intuitions, des intuitions alternatives, c'est-à-dire, autrement dit, de voir autrement les situations. Et ça, cela se fait en introduisant, en rendant présentes des analogies non intuitives qui vont permettre d'être une nouvelle manière de catégoriser les situations, qui sera pertinente sur le plan scolaire, qui va permettre d'envisager la notion sous un regard différent et qui est souffrant de moins de limitations que la conception intuitive. Alors après, il y a toute une démarche qui demanderait beaucoup plus de développement, mais qui est aussi sur la question de la transformation des conceptions des élèves, parce que là, on a vu comment balancer entre plusieurs conceptions alternatives. Après, une question cruciale sur le plan du développement, c'est qu'il y a une conception qui se construise en s'appuyant à la fois sur la conception première et puis sur les conceptions alternatives qui ont été
introduite. Et donc, j'ai essayé de le mettre en évidence. Il y a l'idée qu'à chaque fois, ce sont des analogies, des mises en lien qui sont au cœur de ces processus parce qu'ils vont permettre de donner une perspective sur la situation. L'idée étant d'avoir une diversité de perspectives qui, chacune, permettent des inférences qui sont intéressantes sur le plan des apprentissages. Voilà, je vous remercie de votre attention et je suis disponible avec plaisir pour des questions.